Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. On est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit d'un hors-série. Et oui, si vous êtes un auditeur fidèle du podcast, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va bientôt vous proposer de vous envoler avec nous pour l'Éthiopie, histoire de participer à un événement unique. Il s'agit des 10 km Great Ethiopian Run, la course la plus grande d'Afrique. Et comme c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur avec Fred et qu'on a reçu énormément de questions, on a décidé de sortir un peu du cadre pour vous proposer cet épisode hors série et vous parler un peu plus de ce projet. Mais avant de discuter voyage, je vous propose d'accueillir l'Indiana Jones de la course à pied, l'aventurier du hors-piste. Il s'agit de notre bien-aimé Fred. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, écoute, je vais parfaitement bien. Je suis très heureux, comme toujours, de te retrouver, de retrouver l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Et je dirais encore plus pour ce numéro spécial sur l'Éthiopie, qui est un pays que je commence à assez bien connaître et que je considère peut-être de manière peut-être excessive, mais comme mon pays de cœur, vraiment. Donc, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je sais bien, Fred, toute l'affection que tu portes pour l'Éthiopie, et puis c'est tant mieux, parce que comme ça, tu vas pouvoir nous en parler avec cœur. Sinon, je le disais en introduction, c'est vrai qu'on a bousculé notre grille, normalement tous les 15 du mois, on vous propose l'interview. Ne vous inquiétez pas, hein, on vous diffusera l'épisode très prochainement, mais c'est vrai qu'on a reçu énormément de questions sur ce projet qui nous tient très à cœur, et du coup, on s'est dit le plus simple pour répondre à tout le monde, eh bien, c'est encore vous faire un podcast, et en plus, ça va être une occasion unique de vous parler de l'Éthiopie, un pays qui nous tient à cœur, comme vous l'avez compris. Et puis, comme ça, pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de venir à cet événement-là, vous allez pouvoir toucher du doigt un peu ce qui s'y passe pour les 10 km Great Ethiopian Run. Et j'espère que ça vous donnera aussi envie de vous intéresser à l'Éthiopie. Justement, avant de passer aux questions de nos auditeurs, Fred, j'aimerais découvrir et parler un peu plus de l'Éthiopie à nos auditeurs. Et ma première question, ça va être la suivante. Si tu devais résumer l'Éthiopie en un seul mot, lequel tu choisirais ? Je te dirais eucalyptus. Eucalyptus, d'accord. Je ne sais pas trop comment je peux rebondir sur ça. À vrai dire, je m'attendais à ce que tu me parles d'athlètes, de paysages ou encore de culture. Aide-moi sur l'eucalyptus. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors je comprends que tu sois surpris. Je pense que tu n'es pas le seul. Hein. Et je t'aurais certainement pas fait la même réponse avant d'aller en Éthiopie même. Mais en fait, l'eucalyptus représente pour moi mon premier contact de coureur avec l'Éthiopie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le courant du XXe siècle, les environs d'Addis Abeba ont été plantés de nombreuses forêts d'eucalyptus. Et donc, lorsque tu arrives, tu poses tes affaires à l'hôtel et que tu t'aventures pour ton premier footing, c'est dans les fameuses forêts d'eucalyptus qui sont autour d'Addis Abeba. Et tu t'imprègnes de ces effluves. Tu connais l'odeur si spécifique de l'eucalyptus et tu t'imprègnes de cet effluve et tu es même surpris parce que déjà tu t'attends à voir un pays où il n'y a pas trop de verdure et là c'est vraiment vert et c'est vert et en plus ça sent l'eucalyptus. Donc double surprise. Et on va dire que cette sensation-là est augmentée par le fait que voilà, tu es à 2700 mètres d'altitude, donc même en courant à 4 à l'heure, tu hyperventiles parce que c'est un peu difficile au début. Donc vraiment, tu prends cette senteur en plein dans le nez, en plein dans les poumons. Et c'est vraiment maintenant, dès que je passe quelque part et que je sens l'eucalyptus, tout de suite, je fais 6000 km et je me retrouve en train de courir en Éthiopie. Tu vois, c'est vraiment ça. Effectivement, je comprends parfaitement ce que tu veux dire puisque j'ai eu la chance de découvrir l'Éthiopie grâce à toi notamment et c'est vrai que c'est pas du tout les paysages désertiques qu'on peut s'imaginer et qu'on peut trouver en Afrique. En Éthiopie, il pleut quand même beaucoup. Donc l'avantage, c'est que c'est extrêmement vert et que la végétation est luxuriante. Et effectivement, il y a ces forêts d'eucalyptus avec une odeur si particulière finalement qu'on trouve que là-bas. Et aussi des fall trek très intéressants quand on court, puisque la plupart des coureurs éthiopiens s'amusent à courir entre les arbres d'eucalyptus. Et du coup, ça donne des runs assez fantastiques et assez onériques. Et d'ailleurs, si on devait parler de course à pied, comment est-ce que ça s'organise là-bas un peu ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça ? Alors,
Très concrètement, ça s'organise de manière très classique. En fait, les groupes se constituent autour d'entraîneurs, évidemment, et ils se retrouvent pour leur séance de travail, sachant que chaque séance a son lieu. On y reviendra hein, très certainement. Tu as le fameux lieu mythique qu'on appelle satellite, il y a la piste Bekele, tu as Akaki, Sebeta. Chaque lieu a son exercice, on va dire, particulier. Et pour faire tes footings, tu as les fameuses forêts d'eucalyptus dont je parlais, et donc tu fais tes footings en zigzagant entre tous les arbres. Alors ça, c'est vraiment une spécificité éthiopienne. C'est-à-dire que si par exemple, tu as une ligne droite qui fait 100 mètres, mais qu'il y a moyen que tu fasses 250 mètres en zigzagant à travers tous les arbres que tu peux trouver sur ton chemin pour tracer cette imaginaire ligne droite, eh bien tu le feras. Alors c'est très bon pour les appuis, mais nous qui sommes pas habitués au début, déjà parce qu'on souffre un peu, on trouve ça vraiment pénible. On s'habitue au fur et à mesure, et ça a un côté vraiment intéressant parce que pour les footings, les groupes d'entraînement ne se retrouvent pas tous ensemble, ils y vont par petites grappes, par affinité. Les athlètes, ils sont 4, 5, peut-être 8 maximum, et du coup tu vois surgir de part et d'autre, à droite, à gauche, des coureurs qui sont en plein zigzag, et là ils se croisent sans jamais s'entrechoquer, heureusement. Et c'est vraiment, voilà, ça se constitue de manière assez naturelle et assez similaire à ce qu'on peut voir chez nous, avec évidemment, comme en Afrique, une importance réelle du fonctionnement de groupe. Tu trouveras très très peu, même moi je t'avoue ne pas en avoir vu, des athlètes aller faire même des footings tout seuls. C'est vrai qu'il y a une multitude de groupes d'athlètes. Alors, c'est des groupes plus compacts, hein. On va retrouver 5, 10, 15 coureurs. C'est un peu différent du Kenya, où vraiment, là, vous avez des grosses meutes de 100, 200 coureurs. C'est aussi assez impressionnant. Là, c'est plein de petits groupes compacts qui vont se former par affinité, par niveau. Mais vous allez en croiser vraiment à chaque coin de rue. Parce que voilà, l'Éthiopie, c'est vraiment une nation qui vit pour la course à pied. Et j'ai l'impression que tout le monde court là-bas. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, cette passion pour la course à pied, peut s'expliquer à travers l'histoire des Jeux Olympiques, puisque je crois que le premier athlète africain médaillé aux Jeux Olympiques, eh ben, il était éthiopien. Bah, exactement, en fait, tout le monde connaît son nom, c'est Bikila, ABB de son prénom, qui a été médaillé d'or sur le marathon de Rome en 1960. Et tout le monde souvent se rappelle l'anecdote en fait, qu'il a remporté en plus ce marathon olympique en courant pieds nus. À savoir quand même que Bikila a été à nouveau champion olympique 4 ans plus tard à Tokyo, et là il avait des chaussures. Et 8 ans après son premier sacre, ça a été un autre Éthiopien qui a à nouveau été champion olympique. Plus récemment, tout le monde connaît les grands noms de l'athlétisme éthiopien: Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, les sœurs Dibaba. Et on a toute une nouvelle génération qui arrive, notamment avec le nouveau recordman du mile en indoor, Barega, qui l'a pris à un certain Hicham El Guerrouj. L'Éthiopie se distingue un peu de ce qu'on peut voir avec le Kenya, hein, puisque tu parlais que c'est un peu les deux grosses places, mais il y a quelques différences. C'est qu'en Éthiopie, on a souvent euh, un champion, un ou deux champions par génération que tout le monde connaît, qui émerge et qui domine totalement son sujet, alors qu'au Kenya, on a plus de turnover. Alors, certains me diront qu'avec Kipchoge sur marathon ces dernières années, ça change, et dans les années passées, il y a eu d'autres grands champions, mais il y a plus de renouvellement dans les athlètes qu'on peut voir, notamment sur route, sur 10 000, sur 5 000, avec les Kenyans, que les Éthiopiens. Il y a vraiment un athlète très fort qui émerge, qui domine pendant 5-10 ans, comme ça a été le cas de Gebrselassie ou Bekele, et puis après c'est le tour à un autre. Donc on verra si c'est le tour de Barriga ou non. De toute façon, c'est sûr que, comme tu dis, hein, il y a un vivier d'athlètes de haut niveau extrêmement important là-bas. Et à mon avis, hein, des futurs champions olympiques, ils nous en réservent encore quelques-uns. Pour autant, on ne peut pas résumer non plus l'Éthiopie qu'à la course à pied, puisque c'est une civilisation à l'échelle de l'histoire qui est extrêmement importante. Et puis c'est aussi une culture qui est très riche. Bah, exactement, hein, ça serait tellement réducteur, que ce soit l'Éthiopie ou le Kenya ou n'importe quel pays, de le réduire à une seule de ses composantes. Et l'Éthiopie a une histoire vraiment très riche. Je ne te ferai pas toute l'histoire de l'Éthiopie parce que je la connais pas totalement de A à Z, même si je suis passionné. Et en plus, ça risquera d'être très long. Mais par contre, je voulais juste partager avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent deux éléments qui moi, me paraissent essentiels et qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Et le premier de ces éléments sur l'histoire de l'Éthiopie, c'est que l'Éthiopie est le seul pays africain
à n'avoir jamais été colonisée. Pardon, les Italiens, je crois qu'ils ont colonisé l'Éthiopie. Et pas du tout, c'est ce que bon nombre de personnes croient, mais en fait, il y a eu une occupation italienne que les Italiens ont formalisée sous la forme d'un protectorat, mais ça n'a pas été une colonisation à proprement parler, comme la France a eu des colonies en Afrique et l'Angleterre, voire l'Allemagne. Mais là, on pourrait plus assimiler ça lorsque l'Allemagne a occupé la moitié de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Bah, pareil, en Éthiopie, ça a duré quelques années. Les Italiens ont été présents, mais ils ont dû vite partir, on va le dire comme ça très gentiment pour nos amis italiens quand même. Et du coup, l'Éthiopie est devenue un pays de référence de la liberté continentale. Et pour ceux qui connaissent le drapeau éthiopien, il est vert, jaune, rouge. Et vous remarquez que c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans les pays africains. Et ben, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, au moment des indépendances, dans les années 60 de nombreux pays africains, ils ont décidé d'adopter les couleurs de l'Éthiopie en référence à ce pays qui a toujours été insoumis et qui n'est jamais tombé sous le joug colonial. C'est vrai, donc du coup, l'Éthiopie, c'est un pays qui a réussi à conserver son indépendance. Alors oui, il y a une petite parenthèse comme tu l'as dit avec les Italiens, mais effectivement je crois que ça s'est pas trop bien passé sur la fin. Il y a aussi autre chose que tu voulais nous dire de légendaire sur ce pays, Fred. Alors exactement, alors ça c'est une légende. Alors en Éthiopie on va vous dire que c'est pas une légende mais que c'est bel et bien vrai. Après voilà, en fait, tout le monde connaît les tables de la loi, les fameuses tables que Dieu a données à Moïse lorsque, voilà, les 10 commandements, lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte pour retrouver la terre d'Israël, de Canaan à l'époque. Eh bien, en fait, les Éthiopiens vous disent et sont persuadés que ces tables-là sont en Éthiopie et plus exactement à Aksum, qui est une des villes saintes du nord de l'Éthiopie. Et tout ça s'explique, je vais le faire de manière très rapide. La reine de Saba a eu on va dire une amourette avec le roi Salomon de Jérusalem, et ils ont eu un enfant, le fameux Ménélik. Tout le monde connaît ce nom. Ce n'a pas été qu'un chanteur des années 90 en France. Ça a d'abord été un roi très très puissant en Éthiopie. Et en fait, arrivé à sa majorité, on va dire, Ménélik est allé à Jérusalem voir le roi Salomon en lui disant voilà, tu es mon père, donc tu dois me faire un cadeau, donne-moi les tables de la loi. Et Salomon lui aurait donné, et Ménélik serait revenu en Éthiopie avec. Voilà la légende. Et les choses, c'est vraiment un élément que les Éthiopiens considèrent comme véridique. Pour eux, c'est pas ce n'est pas du tout une histoire qu'on raconte comme ça, c'est vraiment réel. Et d'ailleurs, ils exhibent, il y a une fête particulière à Aksum, ils exhibent un coffre dans lequel sont prétendument détenues les tables de la loi. Et on les a vues du coup ces tables? Personne ne les a vues parce que le coffre, ils n'ont pas les clés. Non, mais c'est ce qu'on dit, tu vois. Rappelle-toi d'Indiana Jones. Je sais pas si tu as vu l'Indiana Jones et l'Arche perdue, le tout premier, mais c'est toute l'histoire autour de cette quête-là des tables de la loi. C'est que si on ouvre le coffre, c'est la puissance de Dieu qui est contenue dedans, donc elle irradierait et elle tuerait tous les hommes, comme on dit souvent, les gens qui sont croyants, qu'on peut pas faire face à Dieu, et que c'est notamment si on prend l'Ancien Testament, pour cette raison que lorsque Dieu parlait à Moïse, c'était via un buisson ardent, parce que aucun homme ne peut faire face à cette puissance-là. Donc en fait, personne n'a ouvert ce coffre, c'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Bon, ok, d'accord. C'est sûr que si on risque la fin de l'humanité, le mec qui va ouvrir le coffre, il est pour le moins assez courageux. Sinon, Fred, je pensais que tu allais me parler de la culture Rasta, puisque la culture Rasta, elle entretient un vrai lien avec l'Éthiopie. Alors effectivement, j'aurais pu, mais je vais décider de choisir que 2 éléments parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur l'Éthiopie qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Et d'ailleurs, ceux qui viendront avec nous le découvriront et je pourrais faire étal de tout ce que je connais et on pourra échanger sur la question. Mais les Rastas, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, le mouvement Rastafari est né en Jamaïque, comme beaucoup le savent, ou en tout cas on peut le présumer. Mais les Rastas ont décidé que l'empereur Haïlé Sélassié, qu'il ne faut pas confondre avec le coureur qui est Haïlé Gebre Sélassié, Haïlé Sélassié qui a régné au XXe siècle, est le représentant de Dieu sur terre. Donc ils l'ont reconnu comme tel et c'est pour ça
que les Rastas vouent une certaine adoration à l'Éthiopie. Et pour rendre un peu l'appareil du soutien qu'avait eu la Jamaïque lorsqu'il y avait eu des crises, notamment avec les Italiens en Éthiopie, l'empereur Sélassié a donné une partie du territoire éthiopien, c'est à 300 km au sud d'Addis Abeba, ça s'appelle Sachama, et c'est un territoire où tous les Rastas du monde entier peuvent venir vivre, et par extension, toutes les personnes noires, de couleur noire, peuvent venir vivre, parce que l'idée de cette terre, c'est qu'aucun noir ne soit privé, c'est pour ça que ne soit privé d'une terre qui lui appartienne. C'est pour ça qu'au début, c'était destiné aux Jamaïcains, parce que descendants d'esclaves, et après, ça a été étendu à, on va dire, à toute l'africanité. Voilà. Passionnant, c'est assez rigolo de se rendre compte que finalement on part de la course à pied, ce qui est notre passion, et puis finalement en tirant un peu le fil, eh bien on est amené à s'intéresser à des continents, à des pays, à des nations, à des cultures différentes. Donc c'est assez drôle de voir où est-ce que notre passion peut nous emmener. Et aussi les auditeurs ne le savent pas forcément puisqu'on ne l'a jamais dit, mais si tu es aussi calé sur l'histoire, c'est parce que tu es diplômé, je crois, d'histoire, et plus particulièrement tu es un passionné du continent africain. Exactement, ça surprend souvent, hein. J'ai un parcours assez particulier, mais j'ai effectivement un Master 2 en histoire africaine. Voilà. Donc du coup, c'est top parce que voilà, quand on voyage avec toi et notamment sur le continent africain, on apprend plein de choses et tu es aussi pédagogue sur l'histoire que sur la course à pied. Ça, c'est tant mieux, Fred. Parfait alors. Du coup, on va quand même revenir, si tu me le permets. En tout cas, c'est bien qu'on ait pu faire cette parenthèse un peu historique sur l'Éthiopie, qui est un pays fabuleux. Et voilà, c'est intéressant pour la culture générale. Mais on va revenir un petit peu, si tu le veux bien, à la course à pied. On a eu pas mal de questions, tu sais, de nos auditeurs. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis très curieux sur quoi se questionne-t-elle, est-il, par rapport à ce voyage que nous proposons. Effectivement. Donc, on propose un voyage qui aura lieu au novembre. Tu peux peut-être nous rappeler les dates? Alors en fait, c'est du 14 au 18 novembre, 14 départ de Paris et retour 18 au matin à Paris également, hein. On essaye de revenir au même endroit pour aller participer à la Great Ethiopian Run, qui, comme tu le disais, est le plus grand 10 km d'Afrique. Alors, qui a lieu dans les rues d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Et tu vois, là, très récemment, il y avait le 10 km d'une grande marque, d'un grand équipementier à À Paris, Paris, et qui rassemblait effectivement. 22 000 participants. Et Et ça faisait déjà beaucoup de ça monde. c'est énorme. Et ben là, dis-toi que c'est le double. Donc voilà, le plus grand Et, rassemblement de coureurs en Afrique. Et alors moi, j'ai pas eu la chance d'être présent à Paris, mais tout le monde m'a parlé de l'ambiance qui était exceptionnelle. Là, je peux vous dire quand vous avez 2 fois et demi plus de spectateurs dans les rues, l'ambiance c'est autre chose. Vous allez si vous aimez les courses ambiance, là vous allez en avoir pour votre grade. Une question qui nous a été aussi beaucoup posée, Fred, c'est celle du niveau. Est-ce que pour participer à cet événement, on a besoin d'avoir un niveau minimum requis? Alors pas du tout. Finalement, c'est comme si vous alliez faire le marathon de New York ou le marathon de Berlin. Vous allez avoir les meilleurs mondiaux qui vont être sur la ligne de départ, et après les coureurs avec des niveaux plus humbles, et voire même des gens pour qui faire le 10 km, et même en Éthiopie, parce qu'il y a le grand champion, mais tout le monde n'est pas un grand champion non plus. Vous avez des Éthiopiens, donc des filles, ça sera juste de faire 10 km. Donc tous les niveaux sont présents et sont représentés comme dans n'importe quelle course qu'on peut trouver à travers le globe. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune inquiétude, on y a tous notre place. C'est vrai que c'est une question qui nous a été beaucoup posée. Est-ce qu'il faut un minimum de niveau requis pour participer à cet événement? Eh bien non, on n'a peut-être pas assez insisté sur ça, mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une course qu'on organise pour la performance. De toute façon, ça va être très dur de performer puisqu'on va être à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est quand même dur de performer dans ces conditions-là. Puis en plus, il y aura beaucoup de monde, même si on part en satellite, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, l'idée, c'est de profiter du spectacle, profiter de l'ambiance. C'est ça la promesse. Donc, pas d'inquiétude vraiment que vous couriez le 10 km
km en moins de 30 minutes ou en plus d'1h10, bah, tout le monde a sa place. Et vraiment, même pour les footings en amont de la course avec les lièvres dans les forêts d'eucalyptus, bah, tout sera adapté pour le niveau de chacun. D'ailleurs, en parlant d'altitude, Fred, je crois qu'on sera à plus de 2500, 2600 mètres d'altitude, c'est ça? Alors, Addis Abeba, à proprement parler, on est à 2400 mètres d'altitude. À Sululta, qui est dans on va dire la banlieue proche d'Addis Abeba, parce que depuis l'aéroport, on y est en 30 minutes, on est à 2700 mètres. Donc, on commence à être sur des altitudes plutôt élevées, hein. À titre de comparaison, Iten, c'est 2002 et Foromeux, c'est 1800. Voilà. Donc, 2700 mètres d'altitude, c'est vrai que c'est très haut, on sera presque sur les toits du monde. D'ailleurs, Fred, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des effets de l'altitude sur notre corps? Qu'est-ce que les auditeurs vont ressentir quand ils vont arriver à Sululta? Alors je l'évoquais hein, lorsque je parlais de mon tout premier footing en Éthiopie, puis là, à chaque fois que j'y retourne, ce sont les premiers jours qui nécessitent une adaptation. C'est l'impression de ne pas arriver à respirer, d'avoir le souffle un peu court, hein. Ceux qui font un peu de montagne, même en France, sans monter si haut, mais déjà qu'on est à partir de 1500 mètres, le ressentent. En fait, souvent on dit de manière un peu fausse qu'il y a moins d'oxygène dans l'air. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est juste la densité de l'oxygène qui est beaucoup moins importante. Donc, pour pouvoir s'alimenter en oxygène, il faut beaucoup plus respirer. Et sur une bouffée d'air, eh bien, on a ce sentiment de manquer d'oxygène et qui est un sentiment réel. Donc du coup, voilà, on peut avoir très concrètement un sentiment d'essoufflement. Voilà, c'est classique, même au début en marche rapide. Mais voilà, enfin pas d'inquiétude, hein, on s'y fait tous. Voilà, on va dire le vraiment sentiment qu'on peut avoir et du coup on est très limité dans l'effort. Et si vous par exemple vous mettez à trottiner, très lentement au début. Les 2, 3, 5 premières minutes vont vous paraître assez faciles. Vous allez même vous dire, mais pourquoi on va pas si vite là? Parce que on est vraiment lent. Puis au bout de 5-10 minutes, sans avoir changé d'allure, vous avez l'impression que vous avez augmenté de plusieurs kilomètres heure. C'est vraiment, il y a un effet comme ça qui vous tombe un peu dessus et qu'il faut savoir appréhender pour pas être surpris et surtout pas partir trop vite là, encore plus. Effectivement, on réagit en plus tous de manière différente face à l'altitude. Il y en a qui la sentent pas du tout et voilà, qui prétendent même que finalement il n'y a aucun changement entre le niveau de la mer et la haute altitude. Alors c'est assez rare, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Après, il n'y a rien de traumatisant, hein. C'est juste que moi, par exemple, sur mes séances de 1000 mètres, bah, je pouvais rajouter facilement 15-20 secondes en plus parce que l'altitude me privait de l'oxygène. Donc voilà, on le ressent pas quand même, c'est pas brutal, mais on le ressent quand on est sur des efforts plus intensifs. On vient quand même très vite à manquer d'oxygène, mais c'est pas traumatisant pour le corps. Faut pas s'inquiéter pour ça. Oui. Oui, totalement, hein. Pour compléter l'image que tu prenais, c'est quelqu'un qui fera son footing à 10 à l'heure, par exemple, ici à Paris. Bah, là-bas, il faudra qu'il le fasse à 8,5, 8,5 pour vraiment être toujours à l'aise. En fait, voilà. Mais c'est tous les niveaux, hein, même les athlètes de très haut niveau, lorsqu'ils font des stages en altitude, adaptent leur allure. L'erreur, ça serait de se dire je cours à la même allure. Non, si vous y restez 6 mois peut-être, ou si vous y installez comme Julien Vanders, avec qui on a échangé, oui. Mais voilà, et encore plus là, ça va être un séjour assez court, comme tu l'as dit, pour profiter d'une fête exceptionnelle. L'idée, ça va, voilà, surtout être là, se faire plaisir, rencontrer et échanger. Alors Fred, on l'a dit en introduction, le 10 km aura lieu à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, et c'est vrai qu'on aurait pu finalement dormir directement sur place, dormir par exemple dans une chaîne d'hôtels très connue, le Hilton, et c'est vrai que beaucoup de tour opérateurs proposent aux coureurs occidentaux qui vont venir participer à l'événement de dormir à l'Hilton. Toi non, toi tu as préféré nous faire sortir de la capitale, nous amener à 30 minutes de là pour aller à Sululta et nous faire résider au Yaya Village. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu veux nous priver du Hilton et tu penses que c'est mieux de nous emmener un peu plus loin? Alors pour plusieurs raisons, mais la principale et surtout bah, déjà si c'est aller en Éthiopie enfin n'importe quel pays dans lequel on voyage pour se retrouver dans le type d'hôtel dans lequel on se retrouverait si on allait à Berlin, Londres ou Paris, moi personnellement je trouve pas ça très 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 intéressant. En plus, le Yaya Village, qui est le lieu où on va aller, est un centre d'entraînement à la base, je veux dire. C'est une structure, un établissement qui a été créé
par Haïlé Gebrselassie autour de la pratique de la course à pied pour accueillir les groupes qui viennent en stage ou qui viennent courir pour ce type d'événement. Donc, on a toutes les infrastructures d'un centre d'entraînement. On a une piste d'athlée qui est là en terre. On a une salle de musculation, une piscine, sauna, hammam. Tout est fait pour vraiment être dans un monde de course à pied et pas simplement un hôtel grand luxe avec une salle fitness comme on peut en trouver au plein cœur de Paris. Néanmoins, on est quand même sur un établissement, on va dire, de standing, même de très bon standing pour le continent africain, et en plus qui a vu passer alors soit des délégations nationales. Moi, quand on y était, on a croisé notamment l'équipe de Chine junior, mais aussi des grands champions comme Mo Farah par exemple, ou d'autres. Tout à fait, hein, c'est vraiment un lieu, on va dire, très select, hein, tellement select que le week-end, il y a une animation très particulière parce que, on va dire, toute la jeunesse dorée et on va dire les gens bien placés, les gens qui ont réussi d'Addis Abeba, viennent au restaurant du Yaya Village ou prendre un verre. C'est un lieu, voilà, où on marque très concrètement une différence sociale. Donc c'est vraiment un lieu très, très haut de gamme. Tu parlais de l'équipe chinoise junior, Mo Farah. On y a aussi croisé lorsqu'on y était ensemble Mayedine Mekissi et François Barrère, les athlètes français. Moi, j'ai pu y croiser Zane Robertson, qui est un athlète international néo-zélandais, lorsqu'il revenait des JO de Rio, où il avait fait 8e sur 10 000 mètres en finale, donc ce qui est pas rien. Voilà, on croise les meilleurs athlètes mondiaux. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors évidemment, hein, on ne sait pas si quand on y sera, il y aura des délégations internationales, mais c'est vrai que pouvoir vivre finalement même l'espace de quelques jours, le quotidien d'un athlète de haut niveau dans sa préparation, pouvoir aussi les côtoyer au réfectoire, au restaurant ou encore aux espaces de vie, ou bien sûr sur leur parcours d'entraînement et les voir s'entraîner, c'est quand même génial, quoi. Alors on peut voir des athlètes internationaux, mais aussi on va côtoyer tous les athlètes locaux. Et là, on va voir des dizaines, voire des centaines de coureurs. Attention, hein, des coureurs qui sont quand même en 28-30, 29 minutes au 10 km. Et là, vous en avez des kilos, quoi. Donc, c'est assez impressionnant de voir toute cette densité s'entraîner ensemble. Et ça, on peut le voir qu'au Yaya Village, quoi. C'est pas à Lilton qu'on va croiser tout ça. Sinon, Fred, une question aussi qu'on nous a beaucoup posée. Est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires pour se rendre en Éthiopie ? Pas du tout, pas du tout. Tant qu'on reste en altitude, c'est-à-dire la zone où on sera, parce que souvent, hein, le principal vaccin qu'il faut en Afrique, c'est la fièvre jaune par rapport au paludisme. En altitude, on n'est pas soumis à ce risque-là. Donc, à Addis Abeba, voilà, vous partiriez dans l'ouest de l'Éthiopie, en plaine, là où vous redescendez sur des altitudes autour de 500 mètres. Oui, il le faudrait, mais en restant sur la zone des hauts plateaux, aucun vaccin nécessaire. Ça, c'est la magie des hauts plateaux, effectivement, où les virus, finalement, ne résistent pas à l'altitude, et donc pas de paludisme. Et ça, c'est quand même, du coup, au niveau sanitaire, ultra intéressant. C'est qu'il n'y a pas de vaccin, quoi. Il y a besoin d'un visa, par contre, Fred. Alors, il y a besoin d'un visa, mais on s'en charge. Dans l'offre qu'on vous fait, on prend en charge le visa. C'est pour ça qu'on vous demande notamment une copie de votre page de passeport. C'est pour pouvoir faire la demande à votre place, pour pas que vous ayez soit aller à l'ambassade, soit attendre l'arrivée, faire les papiers sur place. On gère tout ça, nickel. Bon, du coup, c'est une paperasse dont vous n'avez pas à vous occuper pour vous concentrer sur votre préparation. Est-ce qu'il y a un décalage horaire d'ailleurs en Éthiopie, Fred ? Oui, il y a décalage d'une heure sur l'heure d'été, et là on sera sur l'heure d'hiver, donc ça sera 2 heures en fait. C'est un décalage très restreint. Juste à savoir, c'est qu'en Éthiopie, on est au niveau de l'équateur, hein, puisqu'on parle décalage horaire. Je vais parler un peu de comment sont les jours. À 6h30, le soleil se lève. Et à 18h30, il se couche. Mais quand le soleil se lève, quand on est au niveau de l'équateur, il se lève en 10 minutes, il est levé. Et quand il se couche, en 10 minutes, il est couché. C'est-à-dire qu'à 18h30, vous avez une légère pénombre. À 18h45, 18h50, il fait déjà nuit noire. Voilà. Faut juste être un peu préparé. Du coup, vous pouvez avoir vite sommeil à 21h parce que ça fait déjà 1h30 que vous êtes dans le noir. C'est vrai que d'ailleurs, on vit assez décalé en Éthiopie et c'est assez impressionnant voir cette nuit tomber aussi vite. Ça, c'est aussi une expérience qui est sympa à vivre. Du coup, en parlant de cette heure d'hiver et de ce soleil qui se couche,
Et la météo, Fred, c'est quoi les conditions climatiques là-bas, et notamment quand on y sera en novembre, à quoi il faut s'attendre? Alors, novembre, les conditions sont très bonnes. Alors, il fait chaud modérément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en haute altitude, hein, comme je le soulignais. Donc, c'est comme si vous alliez en haute montagne en France. Vous avez beau être en plein cagnard, excusez-moi l'expression, au mois d'août, ça restera assez frais. Alors, il y a un pic, hein, il y a vraiment un pic de chaleur que vous pouvez ressentir entre 11 heures et 15 heures. Mais sinon, le matin et le soir, la petite veste, voire par moment vraiment le manteau, le blouson, ne seront pas trop. Donc prenez quand même des vêtements adaptés au fait qu'il fait quand même assez frisquet. Moi, il m'est souvent arrivé, et même quasi systématiquement, de faire mes footings du matin avec les gants et le bonnet. Bon, je suis chauve, hein, tout le monde le sait, mais quand même, je pense qu'avec des cheveux, j'aurais mis un bonnet quand même. Alors, la météo, elle est vraiment très clémente. Il n'y a pas de chaleur étouffante de 30-35 degrés, pas à cette hauteur-là, pas à cette altitude-là. Donc généralement, on est plutôt sur 23-24 degrés. Donc c'est vraiment des conditions climatiques parfaites pour l'entraînement. Néanmoins, prévoyez des crèmes solaires. Ça, c'est Bah, extrêmement important. c'est essentiel, hein, parce que ça tape très fort, mais je pense que tu peux nous en dire quelque chose. Ah, je sais de quoi tu parles, Fred. Euh, c'est pas sympa. Effectivement, je sais pas si on peut la raconter Si, cette si, si, anecdote. si. Ah, je pense qu'il faut la raconter voilà, parce que déjà elle est racontable et puis voilà, je pense qu'elle nous fait beaucoup sourire, elle fera sourire tout le monde. En tout cas, bon, je vais la raconter, puis comme ça va illustrer le pourquoi vous devez ramener de la crème solaire. On est à 2700 mètres d'altitude, donc même s'il fait pas très chaud, l'indice UV est extrêmement important. Donc le truc sympa, c'est que vous allez rentrer bronzé, en fait. En France, on sera en hiver, mais on bronze très très vite là-bas. Mais le soleil, il tape pas forcément, mais par contre, les rayons UV, ça provoque des coups de soleil. Et donc j'ai une histoire particulière par rapport à ça, puisque quand on était partis en stage tous les deux, et bien le dernier jour, c'était un jour qui était un peu animé, puisqu'il y avait Mo Farah qui était présent, mais il y avait toute une équipe aussi de la BBC qui était venue faire un tournage pour un petit documentaire pour lui, en fait, parce qu'il allait courir le marathon de Londres. Et donc c'était très animé, c'était un peu l'ambiance, il y avait la fête dans l'hôtel, et puis nous on partait le dernier soir, on prenait un avion à 19h. Et du coup avec Sylvain, qui était, d'ailleurs que je salue au passage s'il nous écoute, on s'était dit, voilà, on va faire un dernier footing finalement avant de prendre l'avion, puisque voilà, après on va se reposer dans l'avion et qu'on n'aura pas l'occasion de courir. Et donc du coup on est allé courir à 14h, ce qu'on ne fait jamais, en fait on va jamais courir à 14h, parce que c'est là où le soleil est le plus fort, et on va plutôt courir le soir vers 4h. Et j'avais fait les boutiques avant, j'avais acheté un magnifique débardeur qui était débardeur de l'équipe nationale d'Éthiopie, donc j'étais très fier de le porter. Et donc je me suis revêtu de ce beau débardeur et je suis allé courir au bord du stade pendant 1 heure avec Sylvain. Donc tout naturellement, voilà, en frimant un peu avec ce nouveau maillot. Quand je suis rentré à l'hôtel, je me suis aperçu que j'étais couvert de coups de soleil. C'est-à-dire que j'avais le coup de soleil du Jackie, quoi, avec le débardeur donc blanc et les bras, les cuisses complètement rouges. Et là, j'ai quand même paniqué, puisque je suis censé prendre l'avion, c'est un long courrier, et un coup de soleil, c'est jamais agréable. Mais imaginez-vous un coup de soleil quand vous devez pas faire 10 heures de vol dans l'avion, assis sur un siège en classe éco à côté de personne, vous brûlez, quoi. C'est pas agréable. Donc j'ai vraiment eu très très peur en me disant, mais dans quel état je vais être pour l'avion. Donc je me suis complètement badigeonné de biafine, sauf que la biafine, je pouvais pas m'en mettre dans le dos. Et donc du coup, Fred, je t'ai écrit un texto en te demandant, Fred, est-ce que tu peux passer, me mettre de la biafine dans le dos? Je suis couvert de coups de soleil. Tu m'as dit oui. Très sympa de ta part, d'ailleurs, merci. Non, mais Je passe à 15 heures. je t'en prie. Je passe à 15 heures. Donc là, il faut s'imaginer, hein, je suis en sous-vêtements, donc en boxeur, donc avec la marque du maillot est complètement rouge et complètement badigeonné de crème biafine, donc blanc. Enfin, je suis absolument ridicule, hein. Je pense que assez facilement, vous devez visualiser l'image. Et à 15 heures, la porte qui sonne. Je me dis, putain, mais Fred, il est d'une ponctualité, mais un horloger suisse, quoi. Donc là, je suis là badigeonné en slibard, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez sur Mo Farah. Voilà, c'est mon idole. Alors, il était aussi gêné que moi. Enfin, c'était complètement improbable, quoi. Faut s'imaginer, je suis tout rouge couvert de crème. J'ouvre la porte, je suis nez à nez face à Mo Farah qui me regarde droit dans les yeux et qui me fait « I'm sorry, sir ».
Et là, je bloque, quoi. Tu vois, Ouais. c'était très gênant. Et en fait, il devait aller voir un journaliste de la BBC qui avait la chambre face à moi. Donc voilà, c'était assez humiliant comme situation et je pense que je m'en souviendrai. Donc voilà, donc un des conseils, c'est n'ouvrez jamais la porte si vous n'êtes pas totalement habillé, on ne sait jamais. Ah, enfin, c'est les petites années, Voilà, les petites voilà, anecdotes, t'as hein. bien fait. Qu'est-ce que je t'ai dit? Du coup, pensez à votre crème Oui, oui, solaire. oui, oui, oui. Et pensez à une casquette pour ceux qui ont pas forcément énormément de cheveux, comme c'est le cas. C'est en fait, comme l'a très bien expliqué Guillaume, on sent pas le soleil taper parce que le fond de l'air reste assez frais. Voilà, c'est comme quand vous êtes au bord de la mer et qu'il y a une petite brise. Vous ne sentez pas et le soir vous rentrez, vous êtes rouge comme une écrevisse. Ce qui est embêtant quand même. Oui, c'est pas l'idéal quand même. Voilà. Euh, Fred, du coup, les Éthiopiens, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est des gens qui communiquent facilement et avec qui sont ouverts à l'échange? Alors moi, de mon avis personnel, oui, c'est vraiment, j'ai pas mal voyagé en Afrique voilà, parce que comme tu le soulignais, j'aime beaucoup ce continent et je suis vraiment voilà captivé par ce continent-là. Et c'est vraiment un des pays où j'ai le senti qui a été le plus accueillant. Alors évidemment, ils parlent pas français comme dans certains nombreux pays en Afrique de l'Ouest, mais en communiquant en anglais, on peut facilement échanger avec les personnes. Rares sont les personnes qui ne parlent pas anglais. Alors moi, ce qui m'arrange, c'est qu'ils parlent aussi bien anglais que moi, donc ça va. On arrive à être sur un pied d'égalité à ce niveau-là, et vraiment qui sont très ouverts et qui sont l'Éthiopie a été très longtemps un pays qui a été fermé et d'ailleurs il y a très peu de tourisme là-bas. Donc quand des étrangers, des occidentaux, faut dire les choses telles qu'elles sont, viennent, il y a une forme de fierté de la part des Éthiopiens et ils veulent toujours tout partager avec vous. Ils échangent beaucoup, ils vous demandent d'où ils viennent, tatati, tatata. Alors quand vous êtes dit que vous êtes français, tout de suite pour eux c'est Paris, donc nous ça nous arrange parce qu'on est parisiens. Mais sincèrement. L'échange est très facile et les gens sont vraiment humbles et vraiment avenants. Moi, c'est vraiment l'expression que je prendrais. La première fois que je suis allé en Éthiopie, je suis allé tout seul me promener dans les rues d'Addis Abeba, chose que je fais pas forcément dans toutes les capitales ou villes africaines où je peux aller. Et sincèrement, j'ai pas été embêté ou je me suis pas senti incommodé, voire en insécurité. C'est vraiment, voilà, c'est les gens, ils ont toujours plein de choses à vous faire découvrir. Donc au début, vous commencez à discuter, vous pensez que ça va durer 5 minutes, ça peut durer une demi-journée. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un peuple vraiment accueillant. C'est vrai que c'est un peuple extrêmement accueillant, très bienveillant et en plus, voilà, globalement, les gens parlent anglais. En tout cas, on peut assez facilement s'exprimer avec eux en anglais, donc c'est cool. Il y a plein de moments d'échange qui se créent, donc voilà, sur ça, c'est au niveau humain, c'est voilà, c'est extrêmement accueillant. On est souvent invité aussi pour la cérémonie du café, donc ça, c'est quelque Voilà, chose aussi qu'il faut vivre et qui est assez merveilleux bah, à vivre. c'est vraiment la cérémonie du café, parce que voilà, on disait que l'Éthiopie n'était pas connue que pour la course à pied, mais le café fait partie, on va dire, des trésors nationaux. Et à savoir que par exemple chaque cafetier ou même chaque maison, ça va jusque là, torréfie lui-même son café. Ils achètent des grains nature de café qui torréfient eux-mêmes. Et quand ils vous font la cérémonie du café, la torréfaction a lieu sous vos yeux. Donc c'est pas juste on vous sert un petit café de la machine ça dure que 5 minutes. C'est vraiment tout un cérémonial et c'est une très grande marque de respect de leur part. Donc quand on vous invite à une cérémonie du café, il faut vraiment apprécier ce moment-là pour ce qu'il est, parce que les gens partagent leur culture et vous font découvrir, parce qu'en même temps, ils vous montrent comment ils torréfient. Comme je disais, chaque maison a sa manière de faire son café d'une manière, mettre des épices dedans. Donc c'est vraiment un moment très très particulier et je dirais à vivre pleinement. C'est vrai que c'est des moments qui sont très chouettes à vivre. Et en parlant d'échange et de communication, j'ai une question qui concerne Internet. Est-ce que je vais pouvoir échanger avec mes proches qui sont restés en France par FaceTime ou autres moyens de communication, ou tout simplement aussi partager des stories sur Instagram? Est-ce que c'est possible ça?
Ah, évidemment, tu pourras, parce que comme on le signalait, on est dans un centre d'entraînement, mais on est dans un centre d'entraînement haut de gamme, de luxe. Donc, on va dire, toutes les commodités, dire à l'occidental, sont présentes, hein. Tu as évidemment le Wi-Fi, tu as ta douche personnelle avec ta douche, voire même ta baignoire avec l'eau courante. Enfin, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et le réseau est présent. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations, moi qui y vais depuis un certain nombre d'années, et maintenant ça fonctionne vraiment nickel. Alors bien sûr, hein, vous attendez pas à un très haut débit, voilà, quelquefois ça marche pas, faut prendre son mal en patience, mais les connexions se font, sont assez bonnes voilà, moi je regardais même des films, je pouvais communiquer aussi en FaceTime, donc voilà, l'internet fonctionne pas tout le temps, mais globalement à 80% de votre séjour il fonctionnera, on l'espère. Tu sais Fred, il y a quelque chose, on a pu déjà en parler, mais je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand, j'aime beaucoup manger, et pour moi quand je vais dans un pays l'intérêt gustatif et les cultures culinaires du pays sont tout aussi importantes que le pays en lui-même. Donc, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qu'on mange en Bah, Éthiopie? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir alors on peut manger là-bas? manger de tout, surtout au Yaya Village. On pourra manger de tout et surtout au Yaya Village, puisque tu auras à la fois de la nourriture éthiopienne. Et voilà, c'est un centre de luxe qui accueille des étrangers, donc tu as aussi, on va dire, de la nourriture occidentale. À savoir que la nourriture, vraiment le plat national en Éthiopie, c'est ce qu'on appelle l'injera. L'injera, c'est comme une crêpe qui est faite à base d'une céréale qui s'appelle le teff. Alors, si vous allez dans des restaurants éthiopiens en France, ce que par exemple moi je fais parce que j'aime beaucoup ça, l'injera que vous mangez n'est pas fait avec du teff parce que c'est une céréale qui ne se cultive que dans la zone éthiopienne, somalienne, voire une partie du Kenya. Donc, très, très concrètement, ça coûte excessivement cher de le faire venir. Du coup, voilà, et quand on en mange ici, c'est à base souvent de froment. Et donc, c'est comme une crêpe qui vous sert de galette et sur lesquelles on met différentes sauces, différentes préparations et que vous mangez. Alors, vous mangez avec la main, vous prenez une part d'injera et vous attrapez la sauce ou la préparation qu'il y a avec. Et là, il y a différentes. Il y a avec du poulet, de la viande, de bœuf, du poisson. Voilà, vous avez en fait vous avez tous les mets disponibles, mais vraiment quasiment tout à base d'injera. C'est la deuxième chose. Souvent, les gens vont vous inviter à la cérémonie du café. Puis, parallèlement, ils vont vous proposer de manger de l'injera chez eux. Voilà, ça, là, quand on vous a fait ça, c'est vraiment que vous êtes un invité de marque pour eux. Effectivement. Et en effet, ça c'est la particularité au Yaya Village, c'est que vous allez pouvoir déguster tous les plats traditionnels éthiopiens. En plus, c'est préparé par d'excellents chefs qui cuisinent avec des produits locaux, des légumes, enfin des choses vraiment très fraîches. Ou sinon, si vous avez l'estomac un peu plus fragile, ne vous inquiétez pas, vous avez une carte avec de la nourriture occidentale comme des pâtes, des pizzas, des club sandwich, enfin des choses qu'on trouve de manière assez générale dans les hôtels. Et d'ailleurs, je crois que même si on est végétarien, on peut trouver son bonheur là-bas. C'est ça, Fred? Exactement, parce que alors pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, moi je suis végétarien et en fait c'est très facile d'être végétarien en Éthiopie pour une raison assez simple. Ils ont tout un ensemble. C'est un pays qui est très croyant, notamment les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Donc ils ont un calendrier de fêtes religieuses assez important, c'est-à-dire qu'il y en a au moins une par mois. Et en fait, lorsqu'il y a des fêtes religieuses pour se présenter au temple, à l'église, il faut être selon leur code à eux, attention, il y a pas de jugement de ma part, dans un état de pureté. Et notamment, le fait de ne pas manger de viande ou de poisson participe de cet état-là dans lequel on se purifie. Donc, il y a énormément de plats végétariens. Et si vous mangez pas de viande et pas de poisson, ça ne choque pas du tout là-bas parce que voilà, ils vont pouvoir penser que vous êtes dans une forme de carême ou de démarche un peu spirituelle de ce genre-là. Donc, ils vont pas vous se dire, oh là là, mais c'est quoi ces Européens qui débarquent avec leur petite manie. Donc voilà, soyez vraiment libre avec ça. Il n'y a aucun souci.
Et voilà, vous l'aurez compris, tout le monde a sa place en Éthiopie. C'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous, peu importe votre niveau, peu importe vos habitudes. Vraiment, tout le monde a sa place et il ne faut pas hésiter à se lancer. Si vous avez envie de suivre votre passion à fond et de voir un peu où est-ce qu'elle peut vous emmener, bah, c'est une super opportunité. Et d'ailleurs, Fred, si on veut un peu synthétiser nos échanges, pourquoi est-ce que tu penses que c'est une expérience chouette à faire? Alors franchement, moi je suis passionné de ce pays. Comme je l'ai dit, depuis que j'ai mis les pieds. Je veux pas dire avant, il me fascinait et maintenant il me passionne parce que c'est à chaque fois que j'y vais et je commence à y aller depuis un certain nombre de fois, il y a toujours des nouvelles choses parce que même si les gens sont accueillants, parlent beaucoup, il y a toujours à découvrir. C'est un pays qui a une culture vraiment très riche et très profonde et qui est vraiment différente de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on peut vivre en fait. Après, voilà, ce sont des pays, l'Éthiopie comme d'autres pays, qui n'ont pas notre niveau de développement. Donc, ça nous permet aussi des fois de se remettre, je veux dire, les pendules à l'heure. Je le dis comme ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est bien heureux, mais ça permet de remettre les pendules à l'heure. Et surtout quand on voit tous ces athlètes, ces innombrables athlètes qui sont dans tous les sens, qui n'ont pas forcément toujours tout l'équipement qu'il faudrait vu leur niveau. Alors que nous, on peut avoir tendance à plutôt se plaindre, il fait ci, il fait ça, il fait froid, mes chaussures ne vont pas, tatati, tatata. Vraiment, ça remet les choses à leur place. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on s'enrichit beaucoup de l'autre. Et les Éthiopiens vous donnent tellement que inévitablement, vous allez repartir vraiment enrichi de par cette culture, de cette passion de la course à pied, parce que voilà, quand vous courez, les gens ils vous encouragent. Hein. Des fois, vous faites un footing, il y a des gens qui passent en bus, ils vous applaudissent parce qu'ils aiment voir des gens courir. Tout simplement, c'est pas juste simplement parce que vous êtes blanc ou une manière de se moquer, hein, ce qu'on pourrait penser. Vraiment, ils aiment voir des gens qui viennent courir et encore plus chez eux. C'est vraiment un élément de fierté. Et c'est voilà, quand on est passionné de course à pied. Quoi de plus merveilleux que d'être applaudi pour le truc qu'on fait tous les jours avec tant de passion, alors qu'ici souvent quand on court sur nos trottoirs on va presque se faire disputer parce qu'on gêne les gens et on a failli rentrer dans quelqu'un. Voilà, on vit des choses totalement différentes. Vous l'avez compris, nous on est passionnés par la course à pied et pour nous, pouvoir vous faire vivre cette expérience en Éthiopie, dans le berceau mondial de la course à pied, bah c'est ce qu'on peut faire de mieux, quoi. C'est la chose la plus forte qu'on peut vous offrir. C'est pour ça qu'on a voulu organiser ce voyage-là, même si ça nous demande du temps. Mais c'est plus simple, en tout cas, quand on connaît pas bien l'Afrique et bien ce pays éthiopien, d'avoir quelque chose de clé en main. On pouvait pas voilà, laisser les gens comme ça un peu dans la nature. On se retrouve, enfin, ça aurait été très dur à organiser, on y a pensé, mais c'était vraiment très dur de finalement seulement vous donner rendez-vous là-bas pour qu'on se retrouve pour la course. Ça aurait été assez compliqué d'un point de vue logistique. Donc on s'est dit, bah voilà, on prend les choses un peu en main, on essaie de créer une offre où on va s'occuper de tout. C'est la meilleure moyen en tout cas de donner aux gens de venir et de découvrir ce pays et de contribuer aussi au développement économique, touristique de l'Éthiopie qui malheureusement, finalement c'est un pays magnifique en Afrique mais qui est très très peu visité, bien moins que le Sénégal par exemple, et pourtant il y a énormément de richesses et donc voilà, il y a tellement de choses à découvrir, il faut parler de ce continent, c'est extrêmement important, il y a beaucoup de choses à faire pour le tourisme, donc on essaie d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, quoi. C'est exactement ça, quoi. On pourra pas leur rendre tout. En tout cas, moi, je pourrais pas leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, mais au moins participer, voilà, à faire connaître et à faire découvrir ce merveilleux pays. Et comme tu le disais, on connaît un peu. Hein, il faut qu'on reste humble sur notre connaissance de l'Éthiopie, mais on connaît un peu. Donc du coup, on saura où vous emmener, on saura qui vous présenter, on perdra pas de temps à chercher des paisseurs, des groupes d'entraînement. Voilà, tout est organisé à l'avance pour que voilà, le séjour est assez court parce qu'on y va pour une course. Donc voilà, et on a conscience qu'un certain nombre vont faire des efforts pour venir. Donc entre guillemets, il va falloir rentabiliser ça et que l'expérience elle soit unique et que vous en repartiez plein les étoiles avec une seule envie, y retourner.
Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent toutes les informations et s'inscrire pour participer à ce voyage, rendez-vous sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr. Vous allez voir, il y a une rubrique Great Ethiopian Run. On est évidemment toujours à votre écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous contacter sur nos réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. Ça va être le moment de se quitter. Fred, pas d'instant lifestyle évidemment pour cet épisode puisque c'est un hors-série et que voilà, on a fait ça un peu en marge de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais pas d'inquiétude,